This is a brutal murder. Nous sommes le lundi 29 juin 2015 en Floride. En cette chaude matinée, les patients du Centre de la Santé et de la Guérison, situé à Estero, commencent à s'inquiéter. Jamais le docteur Teresa Sivers ne leur a fait faux bond. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue travailler au centre et elle ne répond pas non plus aux appels frénétiques de son assistante, Sandra, voulant lui demander des nouvelles. Alors Sandra se met en relation avec son mari, Mark, et il est très étonné par ce qu'il entend. Teresa est rentrée hier soir de ses vacances dans le Connecticut, justement car elle avait des consultations à honorer aujourd'hui. C'est lui-même qui l'a déposée à l'aéroport de LaGuardia la veille au soir. On peut la voir sur une vidéo de surveillance à l'aéroport international de Southwest Florida après l'arrivée de son avion. Elle marche dans l'aéroport avec sa valise et se dirige vers la sortie. Mark lui dit qu'il a reçu un message d'elle sur le chemin lui disant qu'elle arrivait bientôt à la maison. Mais comme il est resté en vacances dans le Connecticut avec leurs 2 filles, il prend contact avec un ami en commun et lui demande de passer chez eux pour vérifier si Teresa va bien. L'ami, qui s'appelle Mark lui aussi, se rend donc au 27034 Jarvis Road, Bonita Springs, Floride, une ville décrite comme accueillante où les visiteurs peuvent profiter de nombreux points d'eau, de plages isolées, de réserves naturelles et de parcs, ainsi que de nombreuses activités en ville. Mark, l'ami et collègue de Teresa, est nerveux mais essaye de rester positif. Teresa est peut-être malade ou elle est tombée et s'est blessée et n'arrive pas à se relever seule. Quoi qu'il en soit, il se gare devant la propriété puis remonte la petite allée. La découverte qu'il va faire va malheureusement le hanter à jamais. 911, what is your emergency? I'm at a friend's house. He's out of town, and I came here to check on his wife, and she's dead on the floor. Tell me exactly what happened. My friend, Teresa Sievers, she's a doctor. I'm a doctor. She came home last night. Her husband is in Connecticut, and she was supposed to go to work at 9 o'clock. She called me, and I was on my way into work, so I swung by, and she's dead on the floor. And there's a hammer at the side, and she's bashed in the back of the head. Teresa Ann Grace Tottenham est née le 19 novembre 1968 à Derby, dans le Connecticut, de Mary Ann et Jack Tottenham. Elle a un grand frère, Pat, et une grande sœur, Annie. Ses parents se séparent lorsqu'elle avait 1 mois et elle est élevée par sa mère qui se remarie et a un dernier enfant, Frank. La fratrie est très soudée. Leur père, Jack, est resté impliqué dans la vie de ses enfants et de leurs amis. Sa maison était l'endroit le plus cool pour passer du temps. Dès son enfance, elle s'intéresse à la médecine et veut devenir médecin. Teresa est brillante. Elle sort majeure de sa promotion au lycée. En 1996, elle est diplômée de l'école de médecine de l'université Ross en Dominique, dans les Petites Antilles, puis elle suit un cours de préparation à la médecine à l'université de Fairfield et effectue son internat à l'université de Floride. Puis elle s'installe à Charleston, en Caroline du Sud, où elle fait de la recherche clinique. Elle y rencontre son premier mari, Kenny Cousins, qui déclarera plus tard qu'ils s'étaient liés par leur amour du plein air, de l'océan, de la musique, de la nourriture et du bon temps. Ils se marient en 2000. Le couple quitte finalement la Caroline du Sud pour s'installer à Saint-Pétersbourg, en Floride. Teresa y trouve un emploi dans une clinique située dans un quartier défavorisé de la ville, mais ça ne lui convient pas. Elle est frustrée car elle trouve injuste d'avoir 2 à 3 000 patients à voir alors qu'elle ne dispose que de quelques minutes de consultation, ce qui pour elle est bien trop court pour réellement comprendre leurs problèmes et leur proposer des solutions de guérison. Malheureusement, après 3 ans de mariage en 2003, le couple divorce, mais ils restent très amis, s'envoyant des mails au moins 1 fois par mois pour prendre des nouvelles. Seulement quelques mois plus tard, toujours en 2003, Teresa se remarie, cette fois avec Mark Sievers, un infirmier auxiliaire et frère de l'une de ses amies, Stacy. On reparlera de Stacy. 6 mois plus tard, en 2004, naît leur première fille, Joséphine, dite Josie. Le couple s'installe à Bonita Springs, en Floride, en 2006 et font construire 2 maisons côte à côte. La première est plus modeste et ils y vivent pendant que la deuxième est en construction. Puis ils ouvrent leur cabinet dans lequel travaillait Teresa au moment de sa mort, ouvert en particulier aux personnes n'ayant pas d'assurance maladie.
Marc, lui, gère plus le côté comptable et les enfants, car en 2007 naît leur seconde fille, Carmela, dite Carmi. En 2008, Teresa obtient une certification et une bourse de l'Académie américaine de médecine anti-âge, régénérative et fonctionnelle, et 4 ans plus tard, elle obtient une maîtrise en médecine métabolique et nutritionnelle à l'Université de Floride du Sud. Passionnée par la médecine alternative, elle intègre des méthodes traditionnelles et progressives pour traiter ses patients, notamment la guérison énergétique. En 2009, le couple est menacé de saisie et décide de vendre la maison adjacente à leur résidence principale. Ils n'arrivent plus à rembourser les 2 prêts qu'ils ont contractés et cette maison est vide depuis 2 ans. Mais Teresa ne se laisse pas abattre. Elle lance une chaîne YouTube où elle anime sa propre émission et elle rêve de transmettre un jour son message à un public plus national. Une ancienne patiente, Marianne, déclare « C'était une vocation qu'elle avait et elle l'a remplie de manière exceptionnelle. Il ne s'agissait pas d'une consultation de 15 minutes, mais d'une visite d'1 heure et demie. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette chance dans ma vie. C'est dire à quel point c'est rare. » Teresa avait l'habitude d'attirer l'attention. Elle était toujours habillée à la perfection, portait toujours des talons pour compenser sa petite taille, car elle mesurait à peine 1,50 m. Elle était exaltante, positive, pleine d'énergie, une dynamo dans un tout petit paquet, déclare une ancienne patiente. Plusieurs personnes la décrivent comme l'Oprah Winfrey de Floride. Teresa était populaire et admirée. Tout le monde l'aimait. Elle avait une personnalité extravagante et ne gardait pas sa langue dans sa poche. Teresa n'était pas le genre de médecin à laisser ses patients s'en tirer si elle avait l'impression qu'ils ne respectaient pas leur part du contrat. Les personnes qui ont travaillé à la clinique se souviennent de plusieurs fois où elles ont entendu Teresa crier sur ses patients pour essayer de leur faire comprendre l'importance du traitement. Elle pensait que si elle s'investissait entièrement dans la guérison d'un patient, celui-ci devait en faire autant. Son attitude à cet égard a déplu à certaines personnes. Ils avaient l'impression qu'elle manquait parfois d'humanité. Peu de temps avant sa mort, elle a fait l'objet d'un article dans un magazine féminin local pour sa carrière et ses activités caritatives. Sa grande sœur Annie la considérait comme l'amour de sa vie. Elle dit « Elle était un médecin incroyablement doué et brillant et une personne incroyablement christique. C'est ainsi qu'elle vivait. Elle donnait des coups de main, aidait les étrangers, se levait à 2 heures du matin pour faire une évaluation sur les sans-abri, mais elle mettait aussi des talons de 10 cm, bouclait ses cheveux, jurait comme un marin et buvait. Elle était un paradoxe. Les gens n'arrivaient pas à croire les choses qui sortaient de sa bouche. Elle pouvait sembler si bruyante et abrasive, mais elle était gentille, attentionnée, aimante et sensible. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, c'était comme une petite explosion, raconte sa meilleure amie Danielle Berardelli, qui a rencontré Teresa pour la première fois à l'âge de 13 ans. Elle était populaire auprès de tout le monde, peu importe qui vous étiez. Peu importe le groupe dans lequel vous étiez, car elle n'appartenait à aucun groupe. C'était une sacrée fêtarde, mais elle était aussi majeure de sa classe. Son ex-mari, Kenny, déclare « Teresa, c'est le genre de personne que l'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Je l'aime, je la respecte et je l'honore. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'elle était une mère et une médecin aimante, gentille et attentionnée. C'est une personne qui a eu un impact sur la vie de tous ceux qu'elle a rencontrés. » À l'arrivée des inspecteurs, ils s'aperçoivent que la porte du garage de la maison est ouverte. Une valise se trouve dans le garage devant le véhicule et semble avoir été fouillée. Manifestement, quelqu'un a essayé de forcer la porte d'entrée. Le corps de Teresa gît dans la cuisine, face contre terre, dans une mare de sang. Elle porte une robe noire, la même que celle qu'elle portait pour prendre l'avion. Un marteau ensanglanté se trouve non loin. Son sac à main, qui a également été fouillé, se trouve sur un tabouret de bar à proximité, ce qui amène les détectives à conclure qu'elle a été attaquée quelques instants après avoir franchi la porte. Son portefeuille est grand ouvert sur le sol. Les détectives envisagent la possibilité que Teresa ait interrompu un cambriolage en cours, la maison ayant pu être prise pour cible en leur absence. Mais il semble qu'aucun objet de valeur n'ait été dérobé. En effet, les enquêteurs découvrent 40 000 $ en cash et une importante collection d'armes à feu, stockées entre le placard de la chambre et le coffre-fort situé dans le bureau. Les techniciens de la scène de crime n'ont pas non plus trouvé d'empreintes digitales ou d'ADN laissées par le tueur. Toutefois, fait intriguant, quelque chose semble ne pas fonctionner avec le système d'alarme de la maison. Bonnie Sivers, la mère de Mark, s'était occupée des animaux de la famille et avait fait des allers-retours dans la maison tout le week-end. Bonnie déclare aux policiers qu'elle était là samedi soir et a juré qu'elle avait activé le système d'alarme de la maison, mais qu'à son arrivée, dimanche dans la matinée, l'alarme était désactivée.
But when I went there Sunday morning, the code was on. I don't know if motion detectors were done or not. But when I left, because he said you don't have to set the code because he's concerned about the motion with the thing, so I didn't set it. And this was Saturday? Sunday. Sunday? So I really feel that it's my fault. You cannot blame yourself. On y reviendra. Évidemment, Mark est contacté et mis au courant du meurtre de son épouse. On dit qu'il n'a pas pu parler, qu'il était complètement abasourdi. L'autopsie est pratiquée. Teresa a reçu 17 coups de marteau sur le crâne. Elle est morte rapidement. Ses funérailles ont lieu 8 jours plus tard. Une foule se rassemble pour dire un dernier adieu à Teresa. Presque tous ses patients sont là. Mark semble nerveux et porte une arme à la ceinture lors de la cérémonie. Étrange ? Peut-être, mais l'assassin de sa femme n'est pas encore arrêté et selon sa demi-sœur Connie, il est à bout de nerfs. Et puis après tout, il a ses 2 filles à protéger. Vous vous en doutez, depuis le début, Mark est suspecté. C'est le mari, on connaît tous la chanson. Mais il a immédiatement coopéré avec la police et leur a parlé sans avocat. Il leur remet même son téléphone portable pour qu'ils puissent vérifier ce qu'ils veulent et télécharger des fichiers. De toute façon, son alibi est vraiment solide. Au moment du meurtre de Teresa, il était dans le Connecticut avec ses filles. Ce n'est pas le tueur. Il faut chercher ailleurs. Lors de ses entretiens avec les inspecteurs, Mark s'effondre à plusieurs reprises et dit qu'il s'en veut, que si seulement elle lui avait dit de rester en vacances, elle serait toujours en vie. I love you, man. You girls. Strength. Okay. Teresa. I know you. I know what happened to you. Toutes les personnes interrogées par les inspecteurs disent la même chose à propos de Mark et de Teresa. Mark était son rock et elle était le sien. They're committed to each other, committed to the girls, but they would be probably on the dictionary as happily married, and that would have their picture. Il lui demande s'il a déjà eu des infidélités dans leur mariage, et Mark répond que ni lui ni Teresa n'avaient jamais rien fait de tel, qu'ils s'aimaient trop pour ça. Durant ces auditions, on peut voir que Mark est manifestement très tourmenté, et a de brusques accès d'émotion. Il va mal, et ça fait peine à voir. Concernant l'enquête, les détectives testent plusieurs théories. L'une d'entre elles serait que Teresa a été tuée à cause de son métier. Je m'explique. Durant leurs investigations, les enquêteurs apprennent l'existence d'un groupe de personnes en ligne qui se sont intéressées à l'affaire de Teresa. Les limiers du web est une communauté internet qui s'intéresse aux crimes et aux personnes disparues. Ils ont déjà été impliqués dans différentes affaires et ont parfois fait du bon travail. En 2014, Karl Koppelman, membre des Limiers, pense avoir identifié une correspondance entre une nouvelle image de Tammy Alexander, disparue depuis longtemps dans le comté de Hernando en Floride, et un portrait médico-légal d'une jeune victime d'homicide non identifiée, connue sous le nom de Caledonia Jane Doe, retrouvée en 1979, portrait qu'il avait lui-même réalisé étant artiste. Il a prévenu les bureaux du shérif et grâce à cette piste, la police a pu établir une correspondance ADN entre la victime et sa demi-sœur, confirmant en janvier 2015 qu'il s'agissait bien de Tammy, plus de 35 ans après sa mort. Donc les membres du site des Limiers se sont penchés sur les décès mystérieux de médecins qui pratiquaient eux aussi la médecine holistique, comme Teresa. Leur théorie est que ces médecins ont tous été assassinés en raison de leur travail et des découvertes qu'ils ont pu faire en matière de médecine alternative par rapport à la médecine traditionnelle.
Vous savez, la théorie Big Pharma selon laquelle pour de nombreuses sociétés pharmaceutiques, l'argent se trouve dans le traitement et non dans la guérison. Une autre théorie est que Teresa ait été personnellement visée. Les enquêteurs demandent à Mark s'il connaît quelqu'un qui pourrait avoir une obsession malsaine pour Teresa, pour lui ou pour leurs enfants. Mais Mark répond qu'il ne voit personne qui puisse correspondre à cette description. Un patient violent peut-être ? Ou un collègue jaloux de sa réussite ? Lors d'une audition, Annie, la sœur de Teresa, mentionne que l'assistante médicale de Teresa, Sandra Haskins, était une employée mécontente. Selon elle, elle aurait dénigré le docteur Sivers auprès de ses propres patients. La police contacte Sandra, qui avoue qu'elle s'apprêtait effectivement à démissionner cette semaine-là. Elle prétend que Teresa lui a parlé avec condescendance et qu'elle ne pouvait plus le supporter, mais que ça ne devait pas la rendre suspecte. Elle affirme que ce n'est pas elle. Les enquêteurs continuent de travailler sur l'affaire, mais l'enquête patine. Ils fouillent chaque piste, mais ça ne donne rien. Il n'y a rien. Mais le 9 juillet, le téléphone du commissariat sonne. C'est un appel provenant de leurs collègues de l'Illinois, expliquant qu'ils ont devant eux une femme dont les informations semblent importantes pour leur enquête. Le 12 juillet, les détectives se rendent donc dans l'Illinois où ils rencontrent une femme nommée Rose. Elle explique aux enquêteurs que le week-end du meurtre de Teresa, elle s'est rendue chez une amie et qu'elle a assisté à une discussion entre cette amie et la fille de cette dernière, Angela White, où elle s'énervait du fait que son nouveau mari, Curtis Wainwright, dit Wayne, se trouvait en Floride pour le week-end et qu'il était injoignable, ayant laissé son téléphone à la maison, de même que l'ami avec qui il est parti, du nom de Jimmy Ray Rogers. Rose raconte qu'elle a trouvé la coïncidence troublante quand elle a appris le meurtre de Teresa, qui a fait la une nationale. Et puis, elle sait que Wayne a déjà fait de la prison. Elle ne pense pas que ça aille plus loin, mais elle voulait partager ces informations, juste au cas où. Et il s'avère qu'effectivement, Wayne est un criminel déjà emprisonné à plusieurs reprises, et en fouillant un peu plus dans sa vie, les enquêteurs découvrent qu'en 1996, un pasteur a mystérieusement disparu et qu'il a été vu pour la dernière fois en compagnie de Wayne. Apparemment, ce dernier devait de l'argent au pasteur, mais il n'a jamais été inculpé pour la disparition de l'homme, même s'il est répertorié comme personne d'intérêt dans cette affaire. En 2011, Wayne purgeait également une peine de prison pour possession de drogue. C'est là qu'il a rencontré Jimmy Rogers, qui purgeait une peine pour port d'armes et qu'ils sont devenus amis. Mais problème, les hommes habitent dans l'état du Missouri, à plus de 18 heures de route et 2000 km. Donc, ça n'a aucun sens. Quand les policiers les interrogent, tous deux nient avoir quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Wayne leur dit qu'il n'était pas en Floride lorsque Teresa a été tuée, mais qu'il était alité et malade. Il leur a ensuite confié avoir travaillé sur sa voiture tout le week-end. Jimmy affirme ne pas connaître Wayne car c'est un intello et a ensuite refusé de parler aux enquêteurs. Problème, l'alibi de Wayne est réfuté par de nombreux amis et même par sa propre femme. Néanmoins, les policiers ont avec eux un mandat de perquisition. Et ils fouillent donc le domicile de Wayne et de Jimmy et récupèrent chez Wayne en particulier une dizaine de téléphones portables et un GPS. Ils décident également de discuter avec la petite amie de Jimmy, Taylor, qui, au cours de la conversation, s'effondre et avoue « Je sais ce qui s'est passé ». Taylor leur raconte qu'ils étaient au lit un soir et qu'elle savait déjà que quelque chose se tramait. Elle n'arrêtait pas de poser des questions et de faire pression sur Jimmy, affirmant qu'elle savait qu'il était allé en Floride et qu'il était impliqué dans la mort de Teresa. Il lui a dit qu'il partait avec Wayne pour arrondir ses fins de mois, ce qu'elle a trouvé suspect. Après l'avoir confronté, il lui a finalement avoué que lui et Wayne ont tué Teresa à l'aide d'un marteau. Mais mieux encore, Taylor conduit les enquêteurs jusqu'à un tronçon de l'autoroute 47 où elle est allée avec Jimmy et où il lui a demandé de jeter des objets par la fenêtre. Sur place, il retrouve des morceaux de son téléphone portable qu'il avait détruit, ainsi qu'une combinaison bleue qu'il a dit porter lors du meurtre. Taylor déclare avoir eu peur qu'il lui fasse du mal si elle refusait de faire ce qu'il lui disait. Le tout est empaqueté comme preuve pour des analyses. On y reviendra. Bien que l'affaire vienne de faire un bond considérable en avant, du côté du public, c'est le flou total. Pour la famille et les amis de Teresa, le temps s'écoule sans qu'aucune nouvelle ne soit apportée. Il faudra attendre 2 mois après le meurtre, en août, pour que la police annonce une conférence de presse sur cette affaire. Forcément, tout le monde est là, visiblement intrigué.
Et tout le monde est stupéfait d'apprendre que la police a plus qu'un simple indice ou une simple mise à jour, mais qu'ils ont carrément arrêté un suspect du Missouri, Jimmy Rogers, pour le meurtre de Teresa. Et environ 1 heure plus tard, la police annonce avoir arrêté un deuxième suspect. Vous l'avez deviné, il s'agit de Curtis Wainwright, également originaire du Missouri. Ils ont donc arrêté 2 personnes dans le Missouri pour le meurtre du docteur Sivers en Floride. Pour le public, c'est l'incompréhension. Personne ne voit le lien entre ces 2 hommes et Teresa. Personne dans l'entourage de Teresa n'a jamais entendu parler de Jimmy Rogers, le premier suspect. Mais le public est choqué lorsque la police publie la photo de Wayne. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mark, le mari de Teresa. Et ce n'est pas la seule chose qui choque l'entourage de la victime. Car en fait, en particulier dans la famille de Mark, ils reconnaissent Wayne. Ce n'est pas un inconnu, c'est le meilleur ami d'enfance de Mark. Car oui, Mark a grandi dans le Missouri et les 2 hommes, qui se sont rencontrés au lycée, sont toujours restés très proches. Wayne a assisté au mariage de Mark et Teresa, et même à l'enterrement de cette dernière. Et 2 mois avant le meurtre, le 3 mai 2015, Mark a été le témoin de Wayne à son mariage. De plus, Wayne est passionné de technologie et travaillait dans la réparation d'ordinateurs, entre autres. Il se rendait régulièrement au cabinet de Teresa pour gérer la flotte informatique. Il est là, le lien entre les 2 hommes et Teresa, et il passe par Mark. Mais alors, que s'est-il passé? Est-ce que Mark est impliqué? Pourtant, il a un alibi solide, comme nous l'avons vu. Cet été 2015, Wayne et Jimmy sont donc arrêtés et placés en prison. Le 6 janvier 2016, Wayne avoue aux enquêteurs qu'il dispose d'informations très utiles pour leur enquête, mais qu'elles ont un prix. Il négocie un deal le 19 février 2016, et si cette affaire n'était pas déjà assez sordide en elle-même, elle va le devenir encore plus. Car pourquoi 2 criminels du Missouri auraient pris l'initiative de faire un road trip de 18 heures pour tuer une femme sans défense? La réponse de Wayne glace le sang des enquêteurs. C'est Mark qui lui a demandé. Wayne raconte qu'en mai 2015, Mark s'est rendu à son mariage dans le Missouri et qu'il lui avait confié ses problèmes conjugaux avec Teresa. D'après lui, Mark lui a confié que Teresa le quittait et emmenait les enfants avec elle hors de l'État et qu'elle serait en danger si elle les emmenait. Wayne dit que Mark avait l'air tout à fait sérieux et qu'il l'a cru. Ils ont envisagé qu'ils se battent pour obtenir la garde des enfants, ce que Mark pensait ne pas être une option, car il n'était pas financièrement en mesure de le faire. Ils ont parlé d'essayer de sauver le mariage en allant voir un professionnel, mais Mark a dit qu'ils avaient déjà essayé la thérapie et que ça n'avait pas fonctionné. Mark lui aurait alors confié que la seule option était la mort de Teresa. Il a promis à Wayne qu'il allait le payer avec l'argent de l'assurance vie qu'il toucherait. Les 2 hommes se mettent alors d'accord sur un prix, $100 000, que Wayne devrait partager à sa guise avec Jimmy. D'ailleurs, tout au long de la planification, seul Wayne communiquait avec Jimmy, Mark ayant explicitement dit à son meilleur ami qu'il ne voulait pas connaître l'identité du complice qu'il pourrait engager. D'après Wayne, les 2 amis d'enfance ont utilisé des téléphones portables prépayés pour leur appel concernant le complot, pensant que ces téléphones étaient plus sûrs que leurs téléphones habituels. D'après Wayne, Mark a envisagé 2 scénarios possibles pour le meurtre. Le 28 juin au domicile des Sivers pour faire croire à un cambriolage, ou le 29 juin au cabinet médical du Dr Sivers pour ressembler à une agression. Mark avait tout prévu. Il a organisé leurs vacances tout en sachant que Teresa devrait rentrer seule le dimanche soir pour travailler le lundi matin. Il avait réservé son vol de retour et voulait s'assurer que lui et leur fille ne seraient pas en ville au moment du meurtre. Toujours d'après Wayne, Mark s'est préparé en profondeur pour chaque scénario. Pour le plan du meurtre à domicile, il a testé le franchissement de la clôture et a taillé des buissons dans la cour pour se frayer un chemin jusqu'au garage. Il a également expliqué à Wayne comment entrer dans la maison avec le code du garage et comment désarmer le système de sécurité en lui donnant également le code de l'alarme. Pour le plan d'assassinat à la clinique, Mark a envoyé à Wayne des photographies aériennes du bâtiment, identifiant une cage d'escalier isolée que le Dr Sivers utilisait lorsqu'elle quittait le travail tard le soir. Il a également donné à Wayne le code d'accès à la cage d'escalier. Mark a dit à Wayne que, quel que soit l'endroit où le meurtre avait lieu, il devait sembler avoir été commis à l'occasion d'un cambriolage ou d'un vol.
Pour couronner le tout, d'après Wayne, Mark lui a fait un chèque de $600 pour couvrir les frais de déplacement en Floride, car il explique qu'il n'avait pas l'argent pour faire le voyage, que sa voiture était au garage et qu'il a dû en louer une. Et voici le déroulé des faits. Mark explique que le matin du 27 juin 2015, il a donc loué un véhicule et passé prendre Jimmy chez lui et ils ont roulé pendant 18 heures du Missouri à Bonita Springs. Les deux compères sont arrivés devant la maison des Sievers le 28 juin au petit matin. La police pense qu'ils ont ensuite désactivé l'alarme. Le rapport indique qu'elle a été désactivée à 6h09, ce qui expliquerait pourquoi la mère de Mark a eu du mal avec l'alarme ce jour-là. Elle pensait qu'elle était activée, mais elle l'était déjà. Du coup, quand elle a essayé de la désactiver, elle l'a activée. Ils sont ensuite passés devant le cabinet médical du Dr Sievers pour évaluer son potentiel en tant que lieu du meurtre, mais ils ont éliminé cette option après s'être sentis trop exposés sur la propriété. Le reste de la journée, ils ont fait la sieste dans leur voiture de location, fait des achats chez Walmart, notamment des sacs poubelles, des lingettes jetables, des gants en plastique, un kit de crochetage de serrures, des chaussures, des vêtements de rechange, ainsi que d'autres objets, et ont finalement passé du temps à la plage. Vers 22h30, les tueurs sont retournés à la résidence des Sievers. Ils ont enfilé leurs combinaisons et les gants en latex, le tout scotché autour des poignets et des chevilles, tout ça ayant été apporté du Missouri par Jimmy, les combinaisons provenant d'ailleurs de son travail, puis ont forcé la porte latérale déjà déverrouillée par Mark pour simuler un cambriolage. D'après le plan, Teresa devait arriver à minuit, alors Wayne a été surpris lorsqu'il a entendu la porte du garage s'ouvrir peu avant 23h25. Il raconte qu'il se tenait au milieu du garage, admirant la moto de Mark lorsqu'il a plongé derrière des cartons alors que la porte du garage a commencé à s'ouvrir. Il a regardé Teresa garer sa voiture, puis récupérer ses bagages qu'elle a laissés à l'avant de son véhicule. Puis Wayne explique qu'il a paniqué, qu'il s'est levé d'un bond, s'est emparé d'un marteau qui était posé sur un congélateur du garage et l'a suivi à l'intérieur de la maison jusque dans la cuisine. En entrant dans la pièce, il a accidentellement heurté la gamelle du chien avec son pied, ce qui a fait sursauter Teresa, qui s'est retournée pour le regarder. Elle aurait prononcé son dernier mot, « Pourquoi ?», avant que Wayne ne la frappe à la tête avec le marteau. Alors qu'elle se débattait, Jimmy est venu à ses côtés et l'a frappée à plusieurs reprises avec un autre marteau, et il se serait tellement acharné que Wayne a dû lui dire d'arrêter. D'après Wayne, Teresa s'est battue pour sa vie. Malheureusement, elle décède de ses blessures, là, toute seule, allongée sur le sol de la cuisine, face contre terre. Et puis, ils ont repris la route et ont roulé d'une traite pour rentrer au Missouri. Les enquêteurs sont choqués, mais d'un côté, le comportement de Mark en audition leur avait quand même paru suspect. Il avait l'air de trop en faire, ce n'était pas naturel. Une semaine plus tard, Mark Sievers s'est arrêté, puis le 16 mai 2016, il est accusé de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Le shérif adjoint sur cette affaire déclare « Je n'oublierai jamais la scène de l'arrestation de Mark Sievers, le sourire en coin qu'il arborait. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de sang dans ses veines, mais de la glace. » Comme je vous l'ai dit, Wayne White a accepté son accord de plaidoyer en échange d'un témoignage contre Mark et Jimmy. Il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et a été condamné à 25 ans de prison. Il a fallu attendre 4 ans avant que Mark Sievers et Jimmy Rogers ne soient jugés. Il y a eu un procès pour chaque accusé, en octobre et en novembre 2019, et Wayne a témoigné pour l'accusation dans chacun d'entre eux. Bien qu'il se soit donc déroulé à la suite l'un de l'autre, je vais parler du procès en général pour que ce soit plus simple. Mark Sievers et Jimmy Rogers plaident non coupables. Petite anecdote avant de commencer à parler des preuves. Le deuxième jour du procès, après la première pause matinale, le juge est revenu, l'air très agacé. Il s'est adressé ouvertement aux deux avocats, les accusant d'aliéner les jurés. Il a jugé que les deux parties présentaient délibérément des preuves de manière superflue et inutile. Il leur a dit sur un ton sévère que le procès serait terminé à temps, même s'ils devaient tous rester jusqu'à minuit chaque jour. Autre petite anecdote, durant le procès, un juré s'est endormi et a été réprimandé par le juge. Commençons. Souvenez-vous, lors de la perquisition chez Wayne, les enquêteurs récupèrent des téléphones portables et un GPS. Concentrons-nous en premier lieu sur le GPS.
Il a été confié à l'équipe informatique, déjà à pied d'œuvre pour fouiller le téléphone et les ordinateurs de Mark, que ce dernier leur a remis volontairement, comme je vous l'ai déjà dit. Au début, l'équipe informatique a affirmé que les informations du GPS ont été supprimées et sont irrécupérables. Mais ils ont persévéré et après des centaines d'heures de travail, certaines données ont pu être récupérées. Ces données ont permis d'établir un itinéraire, et je vous le donne en 1000. C'est le chemin du domicile de Wayne à celui de Jimmy, puis du domicile de Jimmy à Jarvis Road, Bonita Springs, là où vivent les Sievers. Ensuite, ils se sont également rendus à un Walmart non loin. Intrigués, les enquêteurs prennent contact avec le magasin et récupèrent les images de surveillance de ce jour-là. On peut donc voir les deux compères sur les caméras de sécurité de Walmart, ce qui confirme ce que Wayne a dit aux enquêteurs, ainsi que leurs achats. Le GPS donne aussi d'autres informations concernant leur itinéraire retour. Wayne et Jimmy se sont arrêtés au petit matin du 29 juin 2015 à la station-service de Bushnell. Idem, les images de surveillance sont récupérées et on voit les deux hommes entrer dans le magasin à des moments distincts. La station-service de Bushnell est située près de l'Interstate 75, à environ 3 heures au nord de Bonita Springs. De plus, l'équipe informatique déclare qu'une adresse mail portant le nom de Rogers était associée au GPS. Également, souvenez-vous, grâce au témoignage de Taylor, la petite amie de Jimmy, les enquêteurs ont pu récupérer une combinaison bleue qui avait été jetée sur le bas-côté de la route. Des fibres ont été prélevées sur ce vêtement et comparées à des fibres prélevées sur la robe de Teresa, sur sa jambe gauche, sur le sol de la cuisine et dans la voiture de location. Selon l'analyste du FBI, les éléments de preuve retrouvés sur la jambe de Teresa correspondent aux fibres prélevées sur la combinaison. Elle explique, je cite, « Lors de la comparaison, les fibres présentaient les mêmes caractéristiques microscopiques et les mêmes propriétés optiques. » Ce qui prouve donc que Jimmy était également sur la scène de crime, car jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de preuves formelles. Également, je ne vous l'avais pas dit, mais lors de la perquisition chez Jimmy au tout début dans le Missouri, Taylor a non seulement conduit les autorités à la combinaison, mais également à d'autres preuves reliant Jimmy au crime, comme le sac à dos, les chaussures, les chemises et la glacière qu'il a achetées au Walmart le jour du meurtre. Tous ces objets sont présentés au jury. Concernant les données téléphoniques de tout ce petit monde, le 2 mai 2015, la veille du mariage de Wayne, Mark a envoyé un SMS à son ami disant « Il faudra qu'on discute d'un truc demain, pas de toi et d'Angela, mais de quelque chose de personnel. » Les avocats supposent qu'il voulait lui parler de son plan d'assassinat. Concernant la localisation des téléphones prépayés dont j'ai déjà parlé, j'aimerais juste préciser, comme je l'ai fait dans ma vidéo sur Nikki Kessinger dans l'affaire Chris Watts, que les localisations GPS des téléphones portables ne sont pas toujours précises et ne reflètent pas forcément la réalité et qu'il convient d'être prudent avec les résultats. Ceci étant dit, concernant les téléphones prépayés de Wayne et Mark, les analyses ont été effectuées par l'analyste Mira Simons du bureau du shérif. Elle a découvert que le téléphone prépayé avec un indicatif régional de la Géorgie a émis plusieurs fois un signal dans la même zone que le téléphone personnel de Wayne, près de son domicile dans le Missouri. Les données téléphoniques indiquent que le téléphone a ensuite voyagé de Missouri à Bonita Springs et était près de la maison des Sievers le 28 juin 2015. L'autre téléphone prépayé avec un indicatif régional de Californie a été acheté et activé le 7 mai 2015 dans un Walmart de Naples, en Floride. Ce téléphone a émis plusieurs fois des signaux au même endroit que le téléphone personnel de Mark. Ce jour-là, Mark a utilisé son téléphone portable personnel pour envoyer un message à Wayne en disant « Comme aucun de nous n'est susceptible d'avoir toujours les deux sur lui, chaque fois que tu veux utiliser l'autre, envoie-moi un message, autre entre guillemets, puis autre sans guillemets. Et quand je le pourrai, je t'appellerai. » Ces deux téléphones ont principalement communiqué entre eux à partir de la fin du printemps et jusqu'au début de l'été 2015. La dernière communication entre les deux téléphones prépayés remonte au 26 juin 2015, 2 jours avant la mort de Teresa, a déclaré Mira Simons. Donc Mark ne s'est plus jamais servi de son téléphone prépayé une fois l'assassinat effectué. Concernant le téléphone personnel de Jimmy, les jurés ont pu voir une carte qui, selon Mira Simons, montrait un téléphone avec un code régional du Missouri appartenant à Jimmy, voyageant entre le Missouri et la Floride aller-retour entre le 27 juin 2015 et le 29 juin 2015. L'analyste précise qu'elle n'a trouvé aucun contact téléphonique entre Mark Sievers et Jimmy Rogers, ce qui corrobore ce qu'a dit Wayne.
Les téléphones de Jimmy et de Teresa ont émis des signaux sur la même tour à plusieurs reprises entre environ 22h40 et 23h30 le 28 juin 2015. Le jury a également pris connaissance d'un mail que Wayne a envoyé à Mark le jour du meurtre via le téléphone de Jimmy car son téléphone prépayé n'avait pas accès à Internet. L'objet de ce mail était d'essayer de trouver des informations sur le vol de Teresa. Wayne a déclaré que Mark lui avait donné toutes les informations mais qu'il les avait oubliées. Voici ce qu'il écrit. « Bonjour à tous, j'espère que votre voyage se passe bien. Je n'arrive pas à me souvenir de la compagnie aérienne que vous utilisez pour vos vols et je sais que vous obtenez des bons prix. Au fait, d'où partez-vous ? Je sais que vous voulez commencer tout de suite les travaux informatiques et je veux prévoir d'avoir plus de choses prêtes quand vous reviendrez. Tiens-moi au courant et passe le bonjour à la famille de ma part. » Il cherchait donc à savoir quelle compagnie aérienne et à partir de quel aéroport était partie Teresa pour connaître son heure d'arrivée, ce qui effectivement semble utile quand on projette de tuer l'intéressé. Enfin, 2 petites anecdotes qui semblent curieuses. L'ami et collègue de Teresa, Mark, celui qui a découvert son corps, a expliqué aux enquêteurs avoir trouvé étrange que Mark, le mari, lui ait donné le code du garage et lui ait demandé d'entrer dans la maison plutôt que de frapper d'abord à la porte d'entrée. La mère de Mark, Bonnie, a dit aux enquêteurs avoir raconté sa mésaventure avec l'alarme le dimanche matin à son fils, qui lui a dit que le système avait dératé et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Nous avons déjà une petite idée du mobile de cette affaire. Il y a 2 aspects à prendre en compte. Premièrement, le mariage entre Teresa et Mark battait de l'aile. Mark a d'abord insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'infidélité dans son couple, mais il a ensuite avoué que Teresa et lui pratiquaient l'échangisme de façon très occasionnelle d'après lui, puis a déclaré aux inspecteurs qu'il vivait un mariage ouvert. Lors de la fouille de son téléphone, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses photos et vidéos de femmes avec lesquelles Mark avait eu des relations intimes. Mais au sein du couple, il semblerait que leur sexualité ne convenait pas à Mark, qui commençait à bouillonner dans son coin et que lui et Teresa se tapaient régulièrement sur les nerfs. Dans les mois qui ont précédé le meurtre de sa femme, Mark a régulièrement détaillé les hauts et les bas de leur relation dans un journal sur son téléphone portable. Cela démontre une préoccupation presque obsessionnelle pour leur vie intime, utilisant son calendrier numérique pour documenter chaque fois qu'il le faisait. Dans les grandes lignes, Mark a écrit sur la perte de confiance en sa femme car il pense qu'elle le trompait, son apparente ambivalence à son égard, son désir insatisfait de relations intimes quotidiennes et d'intimité, et son sentiment d'être une sangsue parce qu'elle était le seul soutien financier de la famille. L'entrée de son journal la plus longue date du 17 mars 2015. Il écrit « Ce sont mes pensées et mes sentiments personnels au moment où je les écris. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, arrêtez. » Dans cette note, il évoque sa perte de confiance en sa femme, qu'il accuse de l'avoir presque trompée. Il avait déjà évoqué l'indiscrétion de sa femme et son sentiment de profonde trahison dans un SMS qu'il lui avait adressé en décembre 2013. Il continue et écrit qu'il passe très peu de temps avec sa femme, et je cite « Le peu de temps que nous passons ensemble est pour le moins ennuyeux ». Il écrit qu'il se sent rejeté et seul. Dans une note datant du 27 avril 2015, Mark relate une conversation qu'il a eue avec Teresa. Elle se sentait stressée, dépassée et prise au piège, et s'inquiétait du manque de revenus de Mark et de leurs problèmes d'argent. « Je ne m'étais jamais vraiment imaginé comme un esclave de Teresa, jusqu'à ce soir, écrit-il. Elle me considère uniquement comme le babysitter de ses filles. » Le 5 juin 2015, il note « Elle a dit que parfois, la plupart du temps, elle n'avait pas l'impression que nous y arriverions. Elle a dit qu'elle savait que je la trouvais toujours attirante, même si nous traversions cette période difficile, alors qu'elle perdait son attirance physique pour moi. » À quoi j'ai répondu rapidement et honnêtement qu'elle perdait aussi son attrait physique. Elle appréciait mon honnêteté, mais en fait, pas vraiment. Ce serait bien de partager un petit niveau d'intimité avec celle que je considère comme l'amour de ma vie. Peut-être que notre relation est déjà terminée. Je veux de l'intimité, mais je ne l'obtiens pas. Les notes du journal montrent donc que Mark était frustré, voire déprimé par l'état de son mariage. Et il en va de même concernant Teresa, qui d'après ses échanges SMS avec Mark, semblait exaspérée par son mari dans les semaines précédant sa mort.
Durant une conversation qui fait suite à la frustration de Mark face au fait que sa femme ne réponde pas à ses appels, Teresa a écrit que son mari a besoin de reprendre contact avec la réalité. Dans un autre échange, celui-ci concernant le fait que Mark lui rappelle où elle a garé sa voiture, Teresa se plaint que, je cite, « ce genre de comportement héliporté me rend folle ». Mais certains signes indiquaient également que fin juin, les choses s'amélioraient entre lui et sa femme. Teresa et moi allons bien, elle m'embrasse sans que je le lui demande depuis quelques jours, a-t-il écrit le 24 juin 2015, quelques jours avant le meurtre. Pour finir, Mark a écrit que Teresa ne souhaitait pas divorcer, mais que s'ils se séparaient, il espérait obtenir la garde de leurs 2 jeunes filles. Si le pire devait arriver et que nous ne restions pas ensemble, elle aura le droit de visite et j'aurai la garde, a-t-il écrit. Leur voisine, Kimberly Torres, déclare « Je ne sais pas quel genre de mariage c'était derrière les portes closes, mais je peux vous dire que je les ai entendus se disputer assez souvent. À un moment donné, j'ai entendu Teresa crier à Mark qu'elle allait divorcer et il a répondu « C'est ce qu'on verra ». Et Kimberly a d'autres anecdotes à raconter sur son voisin. Les Torres sont ceux qui ont acheté la seconde maison des Sievers en 2009. Elle raconte que depuis le jour où ils ont emménagé, Mark semblait toujours être dans les parages, à surveiller. Le jour de leur emménagement, Mark est entré et s'est tenu debout dans le couloir, sans bouger, en regardant fixement, comme s'il était encore chez lui. Elle a toujours trouvé que quelque chose clochait chez Mark. Un autre soir, il a traversé la pelouse pour déposer un sac de nourriture chinoise sur la table du patio. Il a marmonné que le restaurant s'était trompé de commande avant de repartir sans un mot de plus. Quelques semaines avant le meurtre, il est apparu sur la terrasse de derrière alors que Kimberly et son mari se trouvaient à l'intérieur de leur maison. Lorsqu'ils l'ont interpellé, il a donné une explication étrange. Il leur a dit « Je suis venu voir ce que vous avez fait de la maison ». Mais ça a sonné faux pour Kimberly, ça faisait déjà 6 ans qu'ils habitaient là. Ce qui la contrariait aussi, c'est qu'il a dû franchir 3 portes pour accéder à la terrasse et que ça ne l'a pas arrêté. En fin de compte, le jour du meurtre a semblé à la fois soudain et inévitable pour elle, qui a toujours redouté qu'un événement impliquant Mark se produise. Avec le recul, elle pense que Mark préparait le meurtre lorsqu'il s'est pointé sur sa terrasse, essayant de vérifier son point de vue sur sa maison. D'après elle, il essayait d'évaluer ce qu'elle pourrait voir et entendre de l'attaque depuis chez elle. Ses autres voisins ont raconté à la chaîne d'information Fox 4 que Mark se cachait dans leur jardin lorsqu'il a été arrêté. Quand il a vu les voitures de police, il a sauté la clôture et s'est réfugié chez son voisin. Quand ils ont emmené Mark menotté, ils ont dit qu'ils ont célébré l'arrestation. Je cite, « C'est un grand moment pour tout le quartier. Les gens applaudissaient quand ils l'ont emmené. » Kimberly, elle, respire. Elle déclare « Je peux enfin sortir et prendre mon café du soir sans m'inquiéter qu'il se pointe sur mon porche comme il l'a fait à maintes reprises. » Au même moment, un couple dont le bureau se trouve juste en face du centre de santé et de guérison des Sievers à Estero confie à Fox 4 qu'ils ont trouvé le comportement de Mark quelques jours après le meurtre de Teresa très déplacé. Apparemment, Mark sifflotait comme un insouciant lorsqu'il venait au centre. Elle dit que tout le monde dans l'immeuble l'évitait, pensant qu'il était forcément impliqué dans cette histoire. Ensuite, elle dit que Mark venait au bureau à des heures inhabituelles, détruisait les ordinateurs et jetait les affaires professionnelles de Teresa. Également, reparlons de Stacy, la sœur de Mark, celle qui était l'amie de Teresa et par qui cette dernière a rencontré son futur mari. Au début, Stacy est restée impliquée dans la vie de Mark et de Teresa, explique Barbara, la compagne de Stacy. Stacy les a aidés à acheter leur première maison lorsqu'ils ont fait construire à Bonita Springs. Stacy s'est bien occupée d'eux. Elle était très riche à une époque, avant de tomber malade. Avant que Stacy ne meure d'une maladie rénale à l'âge de 46 ans, en 2009, les choses se sont cependant gâtées, explique-t-elle. Elle a demandé à Mark si elle pouvait voir les filles, et il a répondu « Si tu as $10,000 ». J'étais là, j'ai tout entendu, dit Barbara. C'était révoltant. Pourtant, c'était logique, continue-t-elle, compte tenu de ce qu'elle avait appris sur les Sievers au fil des ans, une famille dont Barbara n'a rien de bon à dire. Lors d'un entretien en août, Carrie Kane, amie de Mark depuis l'âge de 14 ans, a déclaré aux adjoints du shérif que le divorce des parents de Mark avait été dur pour lui. Elle déclare « J'ai la nette impression qu'il s'en est pris à Bonnie, parce que je me souviens qu'à l'adolescence, il lui parlait et ne l'appelait jamais maman. Il l'appelait Bonnie. Il lui manquait de respect. Je pense qu'il ne respecte pas les femmes en général. »
À côté de cela, les enquêteurs découvrent que 5 polices d'assurance vie différentes ont été souscrites sur Teresa pour un montant total de plus de 4,4 millions de dollars. Un mariage qui vole en éclats, des problèmes d'argent et l'appât du gain donc. Mais la famille de Mark refuse cette possibilité. Sa demi-sœur affirme qu'il n'aurait jamais pris le risque de perdre ses enfants. Une autre théorie voit plutôt le jour du côté des proches de Mark, ainsi que du côté de sa défense au procès. C'est que Wayne, attiré par Mark, enviait depuis longtemps la vie de son meilleur ami et qu'il a alors décidé de tuer Teresa de son propre chef par jalousie. La famille et les amis soulignent que Wayne a commencé à prendre modèle sur Mark, allant même jusqu'à se raser la tête lorsque Mark a commencé à devenir chauve. Il voulait lui ressembler, il voulait être lui. Une connaissance en commun du lycée déclare, je cite, « Ils ne se ressemblaient pas quand nous étions jeunes. Je ne sais pas à quel point ils se sont transformés l'un l'autre au fil des ans. Si c'est le fruit du hasard ou de leur volonté, je l'ignore. » La théorie de la défense donc, c'est que Wayne est homosexuel et amoureux de Mark et qu'il souhaitait une relation avec lui. Au procès, l'accusation a immédiatement contesté les questions et le juge leur a ordonné de passer à autre chose. Les avocats de Mark ont déclaré qu'il était difficile de passer à autre chose car il y avait clairement quelque chose entre eux. Ils ont décrit cela comme une certaine possessivité ou une certaine intimité et que si Wayne ne pouvait pas avoir Mark, personne ne le pourrait. Wayne gérait les ordinateurs du cabinet médical. Une importante mise à jour logicielle devait être effectuée sur les serveurs au cours de l'été 2015. Il s'agissait d'une mise à niveau importante et obligatoire qui concernait tous les cabinets médicaux et Wayne devait être au bureau en personne pour le faire. D'après la défense, il avait prévu de se rendre en Floride ce week-end-là pour effectuer la mise à jour, mais il n'avait pas convenu avec Mark du week-end où il devait le faire. La mise à jour du logiciel devait forcément avoir lieu un week-end où le bureau était fermé. Wayne a d'ailleurs dit à ses collègues du Missouri qu'il se rendait en Floride pour un boulot, ce qui laisse penser aux avocats, et qu'ils suggèrent dans leur plaidoirie, que Wayne ne savait peut-être même pas qu'il se rendait en Floride pour assassiner Teresa, et que c'est pour cette raison qu'il a honnêtement dit à son entourage qu'il se rendait en Floride. Wayne a déclaré que les Seavers le payaient sporadiquement pour le travail informatique, une centaine de dollars par mois, avec des chèques de la société qui arrivaient par la poste. Souvenez-vous du chèque de 600 $ dont je vous ai parlé. La défense a montré au jury des SMS montrant que Wayne a demandé de l'argent à Mark en mars 2015 et que Mark lui a répondu par SMS en lui demandant « De combien de mois as-tu besoin ? Idéalement, je peux t'envoyer 2000 $ pour 10 mois, mais je ne peux pas envoyer bien plus. » La défense a alors présenté 3 chèques provenant du compte du cabinet médical et libellés au nom de Wayne White, d'un montant de 1000 $, 400 $ et 600 $. Wayne a déclaré que les 1000 et les 400 $ étaient destinés à des travaux informatiques, mais que les 600 $ devaient lui permettre de se rendre en Floride pour tuer Teresa. Mais Mark a soutenu le contraire, que l'argent était entièrement destiné au travail informatique qui représente 2000 € pour 10 mois, exactement comme l'indiquent les SMS du mois de mars. La défense a axé sa plaidoirie sur le fait que Wayne n'était pas digne de confiance et qu'il avait inventé toute cette histoire dans l'espoir de protéger sa femme contre des poursuites pour altération de l'enquête sur le meurtre, car elle aussi a acheté un téléphone prépayé et communiquait parfois avec son mari sur le sien, et que donc Wayne ne faisait que répéter un récit qui lui avait été donné par les enquêteurs. Pour eux, il s'agit d'un criminel notoire, menteur, manipulateur et ayant des troubles cognitifs lourds. Ils reviennent sur le fait que Wayne a fait pression sur 4 de ses voisins pour qu'ils signent de fausses déclarations sous serment attestant qu'ils se trouvaient dans le Missouri le week-end des meurtres. Aussi, ils expliquent que par le passé, Wayne avait été impliqué dans un accident de voiture et avait subi un traumatisme crânien et qu'il a été diagnostiqué bipolaire. Il précise, je cite, « Ces 2 troubles sont reconnus par des recherches et des observations scientifiques approfondies comme entraînant une réduction de la capacité à contrôler la colère et une augmentation de la probabilité d'une réaction violente. » Sous-entendu qu'il aurait très bien pu passer à l'acte sans rien demander à personne et tuer Teresa. Ils reviennent sur ses nombreux mensonges au cours de l'enquête, alors même qu'il avait signé un plaidoyer de culpabilité qui l'obligeait à dire la vérité. Et il s'avère en effet que Wayne est revenu sur certaines de ses affirmations entre la première audience pour son plaidoyer, la seconde et le procès. Par exemple, une fois arrêté, lorsque l'inspecteur Leavitt lui a dit que les Seavers avaient des problèmes conjugaux, il lui a répondu « C'est vous qui me dites qu'ils ont des problèmes conjugaux. J'étais proche d'eux et je n'ai jamais entendu ça.
Il ne m'a jamais parlé de ça. Puis, comme vous le savez, il a changé de version ensuite. Il a déclaré au tout début qu'il n'est jamais entré dans la maison des Sievers et que c'est Jimmy qui a lui seul tué Teresa. Puis, il a changé sa version des faits pendant la seconde audience pour dire qu'il est entré dans la maison après l'agression, qu'il a pris un autre marteau et qu'il a frappé Teresa par derrière. Puis, encore une troisième fois, quand il a dit que c'est lui qui a attaqué en premier. Il leur a dit qu'il ne portait pas de combinaison, puis a de nouveau changé sa version pour dire qu'il en portait une. Il a déclaré qu'il a tué Teresa pour protéger les enfants, mais au procès, il a expliqué que son mobile était l'argent. Et d'autres mensonges encore. Wayne a répondu au procès qu'après avoir été confronté pendant les audiences pour son plaidoyer en lui disant qu'on ne le croyait pas, il avait corrigé ses mensonges. Il a dit que lorsqu'ils ont fait une pause, il a parlé à son avocat et il a prié et qu'après cela, il a décidé de dire la vérité. Wayne a déclaré que ses avocats lui ont expliqué qu'il n'avait rien à perdre en étant honnête. Finalement, l'avocat de la défense a fait valoir dans sa plaidoirie qu'il n'existait aucune preuve crédible reliant Mark Sievers au crime. Il revient sur l'affirmation de Wayne selon laquelle ils avaient planifié le meurtre à l'aide des téléphones portables prépayés, mais aucun des messages contenus dans les téléphones prépayés n'a jamais été produit. Les téléphones communiquaient entre eux, oui, mais le contenu des messages n'a jamais été révélé, ce qui ne prouve donc pas l'implication de Mark, d'après lui. Enfin, il a également tenté de discréditer le témoignage de l'ancienne petite amie de Jimmy, Taylor, qui est quand même un témoin clé dans cette affaire, car selon lui, elle n'était pas digne de confiance car elle était rémunérée par le bureau du shérif dans le cadre du programme de protection des témoins pour venir témoigner au procès et pouvait prétendre à une récompense de $50 000. Jimmy Rogers a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mark a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot le 4 décembre 2019. Verdict. We, the jury, find as follows as to the defendant in this case. Count 1, first-degree murder. The defendant is guilty of first-degree murder. Conspiracy. The defendant is guilty of conspiracy. So say we all, December 4th, 2019, by the foreperson. Comme durant tout le procès ou presque, il garde ses émotions complètement sous contrôle et n'a aucune réaction ou aucune déception pour quelqu'un qui était si catégorique à propos du fait qu'il ne savait rien du meurtre de sa femme. Mark risquait la peine de mort s'il était reconnu coupable. Pour que la peine de mort soit prononcée, le jury doit conclure que le meurtre a été commis, soit pour un gain financier, soit de manière froide et calculée. Dans notre cas, le jury a conclu qu'il a été commis de manière froide et calculée. Le jury a vendu un verdict unanime en faveur de la peine de mort, mais la décision est à l'appréciation du juge. La Cour a tenu une audience de détermination de la peine le 2 janvier 2020. La mère de Teresa a fait une déclaration de la victime et a expliqué que la présence de leur mère allait manquer à ses filles pour tout ce qu'elles allaient vivre en grandissant. Le juge a lu à haute voix une lettre que la fille aînée de Mark lui a écrite. Cette lettre indiquait essentiellement qu'elle ne souhaitait pour le moment aucune relation avec son père et que si elle le souhaitait à l'avenir, elle ne pourrait pas faire ce choix s'il était condamné à mort. Au moment du meurtre de leur mère, les filles avaient 8 et 11 ans. Le jour du verdict, elles avaient donc probablement 12 et 15 ans. Mark a décidé de s'exprimer pour la première fois. Bien qu'un jury m'ait déclaré coupable, je suis innocent de toutes les charges qui pèsent contre moi, comme je l'ai affirmé depuis que ce crime odieux a été commis. Nos filles ont tragiquement perdu leur maman et maintenant elles sont sur le point de perdre aussi leur papa. Il n'a pas fallu longtemps au juge pour rendre sa décision. Je juge les actions des gens, je ne juge pas l'âme des gens. C'est à quelqu'un d'autre de le faire. Monsieur, je vais aller de l'avant et vous déclarer coupable de chaque chef d'accusation. Pour le premier chef d'accusation, le meurtre au premier degré, la Cour ordonne que vous soyez condamné à la peine de mort. À la sortie de l'audience, la mère de Teresa déclare aux journalistes en pleurs. C'était ma mère Teresa des temps modernes. Je l'appelais toujours ainsi car elle essayait toujours d'aider les gens. Notre priorité maintenant c'est de continuer, de prendre soin, mais elle n'arrive pas à terminer sa phrase. Son fils prend le relais. De prendre soin des filles et de leur donner l'amour et le soutien dont elles ont besoin. Et nous sommes heureux que ce soit terminé. Justice a été rendue. Mark a évidemment fait appel. Il a été rejeté.
À ce jour, il est toujours dans le couloir de la mort, mais il continue de se battre contre la décision de justice. Une fois Mark en prison, la protection de l'enfance a demandé au juge d'interdire tout contact entre Mark et ses filles, au moins jusqu'au moment où elles pourront commencer une thérapie, mais le juge a décidé que Mark pouvait avoir des contacts avec elles, bien qu'uniquement par téléphone. Les filles étaient initialement confiées à une personne non apparentée avant que la mère de Teresa, Mary-Ann Groves, n'en obtienne la garde. Et ce, malgré le fait que Mark souhaitait que sa propre mère, Bonnie, ait la garde de ses enfants. Le 8 novembre 2021, Mark, par l'intermédiaire de son nouvel avocat en appel, a déposé une requête auprès de la Cour suprême de Floride pour se dessaisir de l'affaire sur la base de preuves nouvellement découvertes d'une réelle innocence. Dans cette requête, l'avocat a inclus une lettre écrite par Jimmy Rogers en décembre 2020 et envoyée à Bonnie Sievers, la mère de Mark. Cette lettre commence comme suit. « Je vous écris aujourd'hui car vous méritez de savoir. Votre fils Mark est un homme innocent. Ce qui lui arrive est une tragédie et un déni de justice. Mark n'aurait jamais dû être arrêté. Mark n'a rien à voir avec le meurtre de Teresa. » Dans cette lettre, Jimmy remet totalement en cause le récit de Wayne, attestant que les faits qu'elle contient sont véridiques. Il raconte que les déclarations de Taylor étaient fausses et induites par la suggestion de l'enquêteur qui l'interrogeait et qu'elle a dit tout ça uniquement pour se venger de lui car il s'est mal comporté avec elle. Il dit également qu'elle a 4 enfants de 4 pères différents, dont lui, et qu'elle avait besoin d'argent qu'elle a reçu en échange de son témoignage. Jimmy explique également qu'il a accompagné Wayne lors du voyage en Floride car ce dernier était incapable de conduire seul en raison de son handicap. Plus important encore, il explique que le meurtre a eu lieu parce que Wayne n'avait pas réalisé que Mark ne serait pas chez lui ce jour-là et n'ayant aucun endroit où loger en Floride, il a demandé à Teresa si lui et Jimmy pouvaient passer la nuit chez elle. Lorsque Teresa a refusé, ce qui est compréhensible, Wayne, en raison de son trouble bipolaire et de sa commotion cérébrale, est entré en colère et l'a attaqué avec le marteau, la tuant. Jimmy dit que lui et Wayne sont alors partis immédiatement, ignorant que Teresa était morte. D'après la motion, la lettre de Jimmy expose des faits qui, s'ils avaient été présentés à un jury, auraient probablement abouti à un acquittement lors d'un nouveau procès. Pour eux, la version de Jimmy des événements de la nuit du meurtre est tout aussi, voire plus, plausible que la version non corroborée de Wayne sur le meurtre à gages qui lui a sauvé la peine de mort ou la prison à vie. Le juge a également rejeté cette demande. En février 2025, un juge a accordé à Mark une audience de plaidoirie qui déterminera s'il bénéficiera ou non d'un nouveau procès. Jenny Wickelman, la belle-mère de Mark, a déclaré à la suite de ces nouveaux événements. Mark est innocent. Je suis profondément attristée par l'injustice de sa condamnation, mais je garde espoir grâce à l'examen du juge. Mais pourquoi personne ne prête attention et ne rapporte les nombreuses raisons invoquées dans la requête pour expliquer pourquoi le procès de Mark a été un cirque et non une justice ? Outre les points soulevés dans la requête, en plein milieu des préparatifs de la défense, l'avocat principal de Mark est décédé, son enquêteur est décédé, le règlement de la prison a entravé la préparation du procès et Mark pleurait la perte de sa femme et de ses filles. Ce verdict hâtif était basé sur le mensonge d'un seul homme, inventé pour sauver sa propre vie. Imaginez, un seul homme peut inventer une histoire et sans aucun fait à corroborer, on le croit. Il n'existe aucune preuve reliant Mark au meurtre de Teresa. Il n'y a que des insinuations, des ragots et des préjugés. Une toute autre histoire attend d'être racontée. C'est une tragédie à plusieurs niveaux. Si Mark parvient à obtenir un nouveau procès, sa condamnation à mort pourrait être annulée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire. À votre avis, Wayne raconte-t-il la vérité ou était-il obsédé par Mark ? Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous